Bonjour à tous. Bienvenue dans ce webinaire intitulé La reconversion du bâti, saisir des opportunités pour revitaliser le territoire communal. L'utilité pour vous de ce webinaire est de saisir les enjeux de la reconversion du bâti et de sites sur vos territoires de découvrir la démarche à suivre pour engager des opérations de reconversion. Nous sommes 2 à animer ce webinaire ce matin. Benoît Lopez, chargé en urbanisme au CAUE du Loiret, et Solène Demarle, chargée de mission en architecture au CAUE du Loiret. Cette présentation va durer environ 40 minutes. Elle sera composée de 3 parties. La première présentera la démarche de projet. La seconde partie abordera l'adaptation du bâti au programme et s'appuiera sur de nombreux exemples. La troisième partie s'attardera sur les outils méthodologiques à disposition pour vos projets de reconversion. Et pour cette troisième partie, nous avons invité Madame Mireille Guignard, architecte urbaniste en chef de l'État, secrétaire générale adjointe à la mission interministérielle pour la qualité des constructions publiques, à prendre la parole pour vous présenter la mission DIAG au sein des marchés publics. Nous sommes aujourd'hui environ 50 participants. Un temps de questions-réponses est prévu en fin de ce webinaire et nous vous invitons à poser vos questions par écrit dans le chat. Voilà, et donc nous y répondrons en fin de webinaire. Maintenant, le cadrage du webinaire est fini. Je laisse la parole à Benoît pour introduire le sujet. Donc la reconversion du bâti, de quoi parle-t-on? Alors, lorsque l'on parle de reconversion du bâti, on ne parle pas de restauration. L'objectif de la restauration est de remettre un bâtiment dans son état d'origine. Les plans originaux et les matériaux sont conservés dans la mesure du possible. Ils sont soit remis en état, soit remplacés à l'identique s'ils sont trop endommagés. Des travaux de restauration sont par exemple réalisés sur les bâtiments patrimoniaux ayant un intérêt historique dans le but de conserver et de transmettre le patrimoine architectural. On ne parle pas non plus de reconstruction, qui correspond à reconstruire ou rebâtir un édifice en totalité ou en partie, dans le respect ou non de la forme initiale, après qu'il ait été détruit ou fortement endommagé. La reconversion n'est pas uniquement un projet de réhabilitation. La réhabilitation consiste à transformer un bâtiment existant pour l'adapter aux exigences contemporaines, apporter plus de confort, le moderniser tout en respectant et en conservant son caractère architectural antérieur. La réhabilitation permet d'adapter un bâtiment aux nouvelles réglementations en matière d'accessibilité, de sécurité incendie par exemple. Aujourd'hui, nous allons parler de reconversion. La reconversion exprime la volonté consciente et raisonnée de conserver un édifice dans la valeur patrimoniale et reconnue, tout en redonnant une valeur d'usage qu'il a perdue. Le changement d'usage, donc là c'est vraiment la reconversion, qui s'opère lors d'une reconversion, nécessite d'adapter le bâti à ce nouvel usage. Mais cette transformation s'effectue dans le respect de l'esprit du lieu et en conservant la mémoire, si possible, de la fonction originelle. Alors, quels en sont les enjeux? Il y a affirmer et valoriser l'identité locale, une réponse à l'étalement urbain et également limiter l'empreinte environnementale. Alors, pour ce qui est affirmer et valoriser l'identité locale, c'est ce que vous connaissez sur vos territoires. Ça peut être des éléments marqueurs comme les moulins, les silos agricoles, des châteaux vacants, des maisons de maître, des préaux agricoles, des collèges, des gares ou encore des abattoirs, qui ont marqué aussi le passé industriel, commercial de vos territoires. Ça peut être une réponse aussi à l'étalement urbain à travers, par exemple, une opportunité foncière, réglementaire, pardon, avec l'objectif zéro artificialisation nette instauré par la loi Climat et Résilience. Ça peut également être une réponse à la raréfaction du foncier urbanisable disponible. Et en s'intéressant aussi à la reconversion, ça permet de réinvestir le bâti vacant pour éviter la dévalorisation des cœurs de bourg par le bâti délaissé. Il y a également limiter l'empreinte environnementale comme réutilisation, frugalité, réemploi de ces bâtiments, mais également de ces matériaux qui sont disponibles sur ces différents sites. Euh, il y a également l'enjeu de préservation des ressources naturelles agricoles et forestières.
Au vu des grands espaces, de mutabilité, de reconversion, il y a aussi l'enjeu donc de mutabiliser les usages au sein de ces différents espaces reconvertis. Et il y a également, la question de mobilité et de déplacement au vu de la situation stratégique, de ces sites à reconvertir, souvent situés dans les cœurs de bourg ou à proximité. J'en ai fini avec l'introduction, je laisse la parole à Solène Oui. qui va vous présenter la démarche de projet. Donc pour la démarche de projet, nous allons voir dans un premier temps, comment peut naître le projet de reconversion d'un bâti. Ensuite, nous verrons, que l'axe principal, ça va être de trouver l'adéquation entre le bâti existant et la nouvelle fonction. Que vous aurez tout intérêt à vous faire à constituer un groupe de travail très en amont du projet et on passera rapidement sur, les différentes étapes qui amènent à ce projet de reconversion. Donc, la reconversion du bâti peut naître, de 2 situations. La première situation, c'est qu'un bâtiment ou, une friche a été, repérée sur, un territoire et la collectivité, pense qu'il peut y avoir un potentiel à faire revivre ce bâtiment ou cette friche. Donc elle va être dans la recherche d'un nouvel usage qui soit compatible avec le bâtiment. La deuxième situation, c'est un nouveau besoin est identifié sur un territoire et ce nouvel usage va nécessiter un nouveau lieu et donc la collectivité peut être en recherche d'un site pour réaliser ce nouveau programme. Donc dans les 2 cas, on est dans une situation où, on fait le choix d'un bâtiment susceptible d'être reconverti pour un usage donné. Donc la qualité d'une reconversion est toujours liée à l'adéquation entre la forme existante et la nouvelle fonction, entre l'espace disponible et les besoins du nouveau programme, entre la configuration des lieux et le fonctionnement possible, de ce programme et également entre l'ancienne image et la nouvelle image, du projet. C'est une logique inverse par rapport à un projet de construction neuve où c'est le programme qui dicte l'espace à créer. Ici, l'espace est la donnée première et l'usage est une variable qui doit s'adapter, à l'espace. Hem, c'est donc la nature du bâtiment existant qu'il convient de bien analyser avant de pouvoir proposer un nouvel usage. Donc dans le choix du bâti existant, donc il va falloir qu'il ait un potentiel de reconversion et la nouvelle fonction va devoir être compatible avec, ce bâtiment. Le bâtiment existant, a besoin d'une situation stratégique sur le territoire et la nouvelle fonction doit être choisie de manière judicieuse vis-à-vis de cette situation géographique. Donc très en amont du projet, nous encourageons à constituer un groupe de travail qui sera, constitué donc de l'équipe municipale, des services techniques, des partenaires institutionnels. Donc là, on ne les cite pas tous, mais une partie, donc l'État, la région, le département, l'EPCI, les architectes des Bâtiments de France, les associations de conseil à disposition, et les parties prenantes que sont les habitants, les associations, les commerces, qui vont avoir un intérêt à participer au développement de ce projet. Donc maintenant, on va voir un peu ensemble les différentes étapes d'un projet de reconversion. Donc on les passe rapidement, on va les détailler un peu plus par la suite. Mmh. Donc, la reconversion nécessite la réalisation d'un certain nombre d'étapes préalables qui sont autant d'outils d'aide, à la décision et à la conception. Donc la première étape, ça va être un état des lieux préalable. Donc là, l'objectif, ça va être de bien connaître le site et de pouvoir, formuler déjà, une intention de programme. Heu, ensuite, une faisabilité pourra être faite pour tester le projet. Donc pour ces 2 parties, c'est la maîtrise d'ouvrage donc qui en est à l'origine et elle peut se faire accompagner, par les institutions, les organismes de conseil et pour la faisabilité, on conseille de faire appel à un assistant à maîtrise d'ouvrage. Mmh et une fois la faisabilité validée, on entre dans les études de projet de reconversion, du bâti et donc avec une mission de maîtrise d'œuvre, avec une équipe, pluridisciplinaire. Et donc tout au long de ce processus, le groupe de travail va être impliqué et donc il va y avoir des allers-retours tout au long, voilà de ces étapes. Donc je reviens un peu plus en détail sur l'état des lieux préalable. Donc il va viser d'une part à avoir une bonne connaissance du site. Donc ça passe par la compilation des informations, par, la connaissance, des règles qui s'appliquent, au site et aussi par un regard critique sur le bâti.
Et d'autre part, ça va être formaliser des intentions, des donc besoins en espace, en surface, savoir s'il y a des spécificités techniques qui sont liées, aux usages, projetés. Voilà et donc on va ainsi vers l'étude de faisabilité. Donc pour connaître le site, on a parlé de compilation, d'informations. Donc effectivement, on a un bâtiment existant, donc on va se poser les questions de sa date de construction. Est-ce que le bâtiment, est rattaché à un style architectural? Quel était l'usage d'origine? A-t-il subi des réhabilitations? Quel est son état actuel? Est-il conforme au niveau réglementaire? Voilà, il y a encore d'autres questions qui se posent, mais c'est déjà, un 1er panel. Ces informations, vous allez pouvoir les trouver dans différentes sources, donc ça peut être les relevés de l'existant, les archives, donc papier, numérique et la mémoire des personnes qui ont connu, les usages, du bâti. Les études historiques qui ont pu être faites, des diagnostics réglementaires. Donc là, en fonction du dernier moment où le bâtiment a été utilisé, ça peut être par exemple les diagnostics, amiante, plomb, diagnostics, thermiques également. Et plus largement les diagnostics de site, donc qui peuvent englober, un diagnostic sur la partie, biodiversité du site par exemple. Est-ce qu'il y a eu, un diagnostic de sol pollué, à cet endroit-là? Et enfin, on peut aussi s'appuyer sur, des documents qui relèvent de l'entretien du bâtiment et donc qui ont pu être communiqués par les propriétaires antérieurs, ou les exploitants. Ensuite, pour bien connaître un bâtiment, on va regarder comme pour tout projet de construction, l'ensemble des documents qui définissent pardon, les règles à respecter lorsque l'on intervient sur un site. Donc on va, consulter, les plans locaux d'urbanisme pour, savoir de quelle zone on dépend. Est-ce qu'il y a, des éléments de petit patrimoine qui sont identifiés, des éléments d'arbres remarquables? Et quelles sont les prescriptions à suivre, sur, la parcelle? Y a-t-il des servitudes, donc servitudes d'accès, servitudes, de réseau par exemple, qui sont connues sur le site? On va regarder également si on se trouve à proximité, d'un site, de patrimoine, remarquable ou si, le site sur lequel on travaille, contient des éléments, classés. Hem, il peut également s'agir d'éléments de protection vis-à-vis des espaces naturels. On va également regarder si, la zone, sur laquelle on travaille est, concernée par un plan de protection des risques d'inondation ou, est-ce qu'il y a des prescriptions par rapport, pardon, au retrait-gonflement des argiles? Voilà, c'est une partie, des documents donc, qu'il va falloir consulter pour bien connaître le site et savoir ce qui est possible de faire sur. Et ensuite, il y a une partie, où en fait, on va essayer d'avoir un regard critique sur la friche ou sur le bâtiment et donc là, on peut se faire aider sur cette partie. Voilà, tout l'intérêt va être de mettre en avant, en fait, les éléments caractéristiques et les éléments à mettre en valeur. Donc le bâtiment, témoigne-t-il d'une activité passée? Y a-t-il le témoignage de savoir-faire technique au sein de cette construction? Est-ce que la construction présente des volumes qui sont particulièrement intéressants, qu'on va essayer de garder, dans toute leur ampleur? Les façades présentent-elles des qualités spécifiques? Ou bien des détails intérieurs sont-ils intéressants à conserver? C'est une liste d'exemples, de caractéristiques qui pourraient être à mettre en valeur. De l'autre côté, on va certainement avoir des caractéristiques à améliorer. Donc, si par exemple le bâtiment n'était pas un établissement qui recevait du public, on va se poser la question de l'accessibilité pour les personnes à mobilité réduite. De même, au niveau sécurité incendie, y a-t-il des adaptations à prévoir, sur ce bâti? Et puis de manière générale, il convient de vérifier l'état, sanitaire, du bâtiment et l'état, structurel. Donc y a-t-il des renforts à prévoir? Voilà, sur quels points peut-on s'appuyer et quels sont ceux, à reprendre? Donc voilà, également sur les réseaux. Et donc ce travail préalable devra être complété par un diagnostic plus précis qui sera, à réaliser par une équipe de maîtrise d'œuvre pluridisciplinaire. Heu et donc on a vu, qu'on cherchait à bien connaître le bâti. On va chercher donc à identifier, des éléments de pré-programme et ça, enfin ces éléments-là vont pouvoir nous conduire à la faisabilité. Donc la faisabilité, elle va avoir pour objet de tester le projet. Donc elle va être portée par la maîtrise d'ouvrage
et elle va présenter des scénarios d'utilisation pour pouvoir comparer différentes solutions. Elle va présenter des schémas fonctionnels qui permettent de décrire les relations entre les différents espaces projetés. Elle va permettre également d'approcher une première enveloppe financière prévisionnelle du projet, à la fois sur les études et sur les travaux. Et puis, elle va également proposer un premier planning prévisionnel. Et tous ces éléments sont autant d'arguments qui vont pouvoir permettre à la maîtrise d'ouvrage de valider ou non la continuité du projet. Et dans le cas où elle est validée, de pouvoir donner suite avec le lancement des études de projet de reconversion du bâti. Et donc cette dernière étape d'étude de projet, elle va donc être faite dans le cadre d'une mission de maîtrise d'œuvre avec une équipe pluridisciplinaire, avec des échanges réguliers avec la maîtrise d'ouvrage. Et cette étude va avoir 2 objectifs. La première, de proposer une solution dans l'espace, et la deuxième, de prendre un parti par rapport au bâti existant. Et donc c'est ce qu'on va voir dans la partie suivante. L'adaptation du bâti au programme. Donc, comme nous l'avons vu plus haut, en reconversion, c'est la forme de l'existant qui guidera le choix de l'usage dans l'objectif de pouvoir conserver l'identité propre du bâtiment. Intervenir sur un édifice existant, c'est composer avec le lieu et donc avec ses contraintes qui s'ajoutent à celles du programme et des réglementations. Et en fait, ces contraintes vont être aussi un terreau pour l'imaginaire et vont permettre de proposer des solutions architecturales qui n'auraient pas pu exister en dehors de ce contexte. Donc chaque fois que cela est possible, la reconversion d'un bâtiment doit être l'opportunité de révéler les matériaux qui le constituent, de montrer sa structure et de valoriser les détails de mise en œuvre. Le diagnostic fin du bâti aura déterminé l'état des différents éléments constitutifs et guidera sur l'attitude à adopter. Donc la révélation d'éléments qualitatifs, le renfort, les reconstitutions à l'identique de certains éléments, ou le choix de ne garder qu'une partie du bâtiment. Donc dans le cas le plus favorable, on peut conserver l'intégralité du ou des bâtiments et donc on va composer un projet dans cette enveloppe, voire proposer des extensions si le programme requiert voilà, un espace complémentaire. Dans beaucoup de situations, on ne peut garder qu'une partie du bâtiment et donc ça peut être la structure. Donc on peut par exemple avoir affaire à une structure métallique très fine qui peut révéler une construction plutôt fin 19e, début 20e, qui sera intéressante à conserver, ou une charpente bois avec des câbles. Voilà, ce sont des exemples. Sinon, on peut être aussi dans la situation où on conserve plutôt l'enveloppe et on va faire un projet à l'intérieur de cette enveloppe. Et donc, soit le projet utilise l'intégralité de l'espace, soit on décide de travailler plutôt sur une boîte dans la boîte, notamment pour permettre d'avoir un espace chauffé qui ne soit pas trop important et qui permet aussi un phasage pour utiliser petit à petit tout le bâtiment. On peut être amené à ne conserver qu'une tranche du bâtiment. Et il y a également l'approche de façadisme où on conserve la façade et on a un projet différent qui va s'articuler à l'arrière de cette façade. C'est notamment intéressant quand on a une façade qui donne sur une rue et donc qui tient la rue, ou une façade remarquable voilà, qu'on souhaite conserver. Et dans le cas le plus défavorable, où le bâtiment est assez dégradé, on peut aussi s'attacher à garder un marqueur caractéristique, un signal qui va retracer l'usage précédent du bâtiment. Voilà. Maintenant, je vais laisser la parole à Benoît pour vous présenter quelques exemples de reconversion, voilà, qui vont illustrer un peu ce propos. Alors ici, nous sommes à Boine, un village ceinturé de mailles et resté proche de sa configuration historique. Entre deux places se situe l'ancien presbytère du XVIe siècle et son jardin. Il a fait l'objet d'une reconversion et d'une mise en valeur dans le cadre d'une opération cœur de village. L'architecte des bâtiments de France a participé aux échanges et au groupe de travail.
Donc la reconversion du presbytère a été réalisée dans le respect du bâtiment d'origine, en maintenant les ouvertures, l'image générale du bâtiment et l'escalier intérieur. Son changement de destination a imposé une mise aux normes et notamment l'accessibilité à l'étage pour laquelle un volume contemporain a été construit accueillant un escalier et un ascenseur. Cette extension en bardage bois et sa toiture en zinc met un contrepoint contemporain au bâtiment historique reconverti. En 1997, la commune de Sully-sur-Loire fait appel au CAUE pour une mission de conseil dans le cadre d'une réflexion de la reconversion de l'église Saint-Germain en équipement culturel et en intégrant un réaménagement de la place. En 1999, un concours de maîtrise d'œuvre est organisé par la commune afin de désigner une équipe de concepteurs pluridisciplinaires. L'église garde sa fonction première d'élément symbolique dans la trame urbaine de la ville. Le projet privilégie l'entrée sur le côté afin de préserver l'accès historique principal et son parvis. Cet édicule contemporain, regroupant l'accueil, le vestiaire et les sanitaires, marque et contraste avec la restauration de l'église dans le respect du patrimoine. La conservation du volume de l'église permet une modularité de l'espace intérieur. La production du bassin d'Ain remonterait au Moyen Âge. Donc en 1968, il y a l'arrêt de la mine, l'État devient propriétaire puis rétrocède le site à la commune en friche en 2002. En 2005, la totalité du site est inscrite au monument historique. Fin 2015, l'association des ateliers de l'Avavex est née. Les membres ont en commun l'esprit d'entreprendre, le désir de participer à la vie du village et de s'impliquer dans le dynamisme culturel et événementiel local. Ainsi, le projet s'adresse à une typologie d'acteurs de l'économie créative et circulaire, désireux d'ancrer dans un territoire partageant un socle de valeurs communs. En septembre 2016, il y a ouverture du tiers-lieu porté par l'association des ateliers de la mine. Pour l'organisation du site, les ateliers de la mine sont distribués autour d'une cour centrale formant un vaste ensemble de 1500 m². Les bâtiments sont construits de briques rouges et les toitures sont recouvertes de tuiles ou d'ardoises. L'intervention sur ce projet a été minimaliste et frugale. Il y a eu seulement le traitement des réseaux électriques et un réseau eau, et également conservation du clos couvert et des façades. Il y a l'adaptation également de certains espaces, comme les locaux fonctionnels, avec des usages associés, comme les espaces de bureaux qui ont été traités en confort, en chauffage. Ici, un autre projet, donc il s'agit de l'ancienne piscine municipale de Saint-Jean-de-Bray, qui a été construite dans les années 70 au cœur du complexe sportif et de loisirs du Petit Bois, à proximité du collège, et cette piscine a été reconvertie en skatepark semi-couvert. L'objectif était de garder les poteaux porteurs du bâtiment de façon à ouvrir un complexe semi-ouvert. Toit maintenu pour un équipement utilisable toute l'année. Vitrage supprimé, murs conservés pour protéger des vents dominants d'ouest. Il s'agit d'une économie de projet puisque cette reconversion a tiré profit de la déclinivité des deux fosses des bassins de piscine en intégrant les structures légères de rampe de glisse. Ici, on est sur, un autre exemple, donc à Beaugency, où la commune a reconverti une, friche industrielle, de grande ampleur. Donc il s'agit de l'ancienne usine de production automobile qui a été reconvertie en pôle social. Donc le bâtiment d'origine présentait, 8 000 m², 4 000 m² ont pu être, conservés et une petite extension de 100 m², vient compléter et constituer, l'équipement actuel. Le projet de restructuration s'est appuyé sur la préservation de la structure, avec les charpentes, métalliques, qui, donc sont mises en valeur et qui viennent reprendre de nouveaux éléments de façade et de couverture. Un vaste parvis jardin précède l'équipement et la trame constructive, des sheds de l'usine a été conservée, à l'extérieur, enfin voilà, dans cet espace extérieur et joue le rôle d'un signal de l'espace public. Donc ici, on a une vue intérieure, donc on voit, depuis, entre les 2 entrées est-ouest, s'articule un axe central qui vient desservir l'ensemble des locaux et on peut voir la qualité de la luminosité qui est donnée par, les sheds qui sont orientés à l'est. Donc cette reconversion, contribue à l'entretien de la mémoire du passé ouvrier du territoire.
Ici, on est sur un autre projet, donc à Amilly, avec les tanneries. Donc c'est un bâtiment qui a été construit en 1947, un site industriel de production de cuir d'ameublement, principalement à destination de l'armée. Ensuite, le développement de matières synthétiques et plastiques a amené finalement à la fermeture de l'usine en 1967. Elle a été rachetée, utilisée comme espace de stockage et ensuite laissée à l'abandon. Et la commune a racheté ce bâtiment en 2002, enfin, le site en 2002. Donc il n'y avait pas d'idée précise de programme au départ, mais une volonté de développer une galerie d'art qui se trouvait au centre-bourg. Et les idées sont venues au fur et à mesure d'y associer un, un lieu pour accueillir les artistes, une école municipale d'art, et puis finalement de travailler sur un centre d'art qui rayonne à une grande échelle. Le projet s'est fait dans le respect des espaces et de leur nature. Et donc, on a des espaces d'exposition qui dialoguent largement avec l'extérieur, qui est d'ailleurs conçu aussi comme un espace d'exposition. Donc là, c'est une vue depuis la cour de l'autre côté. Donc, des interventions en claustre bois situées sur les pignons du bâtiment central ont permis de traiter les questions de sécurité incendie et d'accessibilité PMR, personnes à mobilité. Et ici, on a une vue donc, depuis l'espace qui se trouve sous les verrières. Donc on voit que l'espace est fortement marqué par l'histoire industrielle du site. La structure est entièrement visible et les matériaux y sont laissés bruts, béton, verre et bois. Voilà, donc là c'est un exemple avec Amilly d'un témoignage intéressant du patrimoine industriel de l'agglomération et de la vallée du Loing. Ici on est sur une autre approche plus singulière avec la reconversion d'un hangar industriel dans une zone d'activité. Et là, on se retrouve pour ce projet dans la situation 2 pour le départ de ce projet. Donc, ça a commencé en fait avec un usage qui cherchait à s'implanter dans un bâtiment. La volonté était de sauvegarder le patrimoine de l'imprimerie et le projet est né avec l'acquisition d'une collection très importante d'anciennes machines de l'imprimeur italien Pozzoni. Cette collection présentait près de 150 machines et, et c'est finalement au sein d'une ancienne usine de fabrication de papier carbone et d'autocollants, pardon, que le musée s'est établi sur près de 5000 m². Donc l'enveloppe a été entièrement préservée et à l'intérieur, on trouve de larges espaces d'exposition et également un espace de près de 2000 m² qui peut être mis à disposition pour les artistes. Voilà, donc l'atelier musée de l'imprimerie est un outil de développement culturel et touristique qui participe à renforcer l'attractivité et la notoriété du territoire. On passe sur un dernier exemple à Artenay et donc cet exemple nous semble intéressant parce que, en fait, à l'origine, 2 projets de reconversion, heu, voilà, oui, ont démarré et finalement ils ont été l'opportunité de requalifier plus largement l'intégralité du centre-bourg. Centre-bourg, là sur le plan et au sud, on voit l'ancien bâtiment, donc c'était une ancienne ferme typique des fermes de l'architecture agricole de la Beauce, donc organisée sur un plan carré et qui a été reconverti en un espace culturel, donc musée du théâtre forain, théâtre et musée archéologique. Et au centre, le bâtiment qu'on voit en bleu ici a également été reconverti. Il s'agissait de l'ancienne école qui a été reconvertie en bibliothèque. Et le périmètre qu'on voit ici en orange représente la requalification élargie de ce centre-bourg qui intègre donc l'espace de mairie et également des logements qui ont été créés à proximité. Voilà et donc si on zoome un peu sur le projet du centre, enfin de l'espace culturel, voilà la reconversion de la ferme. Donc les masses et les volumes existants ont été conservés et la modernité de l'intervention s'exprime au travers du traitement soigné des percements, des nouveaux volumes et des détails. Voilà, donc ça traduit la possibilité de garder la silhouette historique et de travailler sur de nouvelles ouvertures avec une approche contemporaine pour s'adapter au nouvel usage. Ici donc le deuxième bâtiment, il s'agit de la bibliothèque et donc là le volume
et les ouvertures ont été conservées. Et c'est la modernité de l'intervention tient dans le traitement de la façade et justement le traitement des menuiseries et des volets, qui sont donc en bois, massif et qui ont été, réfléchis de manière contemporaine avec, une proportion de 2/3, 1/3. Donc après ce tour d'horizon des différentes réalisations de reconversion, nous allons nous pencher sur les outils méthodologiques qui peuvent t'aider à engager un projet de reconversion et donc je laisse, la parole à Benoît pour cette partie. Alors, comme outil méthodologique, on a repéré les outils de repérage, les outils réglementaires, les outils de portage, les outils de montage et les outils d'étude. Alors, pour les outils de portage, vous pouvez bien sûr faire appel à l'EPFLI, Établissement public foncier local Cœur de France, qui a deux missions principales: le portage, c'est-à-dire négocier, acquérir, porter, gérer et revendre les biens. Et il y a également le conseil technique et juridique auprès de ses membres en matière de stratégie foncière et de préemption et d'expropriation. Il intervient sur plusieurs axes, il y a plusieurs sujets d'intervention sur l'habitat, la réhabilitation de friches, la protection des espaces naturels, le développement économique, commercial et touristique. Nous avons mis leurs contacts si jamais vous ne les connaissez pas. Ensuite, vous avez l'outil Carte-aux-friches, un outil développé par le CEREMA, qui est à disposition des collectivités. Et sur ce site, il y a près de 11 000 sites de friches répertoriés et caractérisés. Donc, ça permet aussi d'identifier déjà sur son territoire le potentiel de reconversion disponible. Vous pouvez, à l'échelle de vos communes, également réaliser des grilles de repérage du bâti vacant qui permettent d'être une aide à la décision en termes de reconversion et du bâti vacant existant. Euh, Ça permet également de sectoriser les éléments vacants sur votre territoire pour définir des secteurs à enjeu ou de projets que vous pouvez également intégrer dans vos documents d'urbanisme à travers des emplacements réservés. S'il y a une situation stratégique à l'arrière, ça permet d'anticiper des opportunités foncières sur le long terme et également l'intégrer dans des orientations d'aménagement de programmation, des outils opérationnels de vos documents d'urbanisme. Comme outil de montage, vous avez également les AMI. Alors, c'est des appels à manifestation d'intérêt, qui est une procédure dans les marchés publics visant à présélectionner les entreprises qui seront par la suite invitées à soumissionner à un appel d'offres. L'intérêt, c'est de dialoguer en amont avec la future utilisation du site pour ne pas figer une solution architecturale sans connaître les besoins spécifiques du futur usage possible. C'est une souplesse dans les marchés publics. Vous avez également l'outil de montage Place de la Gare. Alors aujourd'hui, de nombreuses gares en France sont vacantes et les possibilités programmatiques et de référence de projets sont multiples. En conséquence, SNCF Gare et Connexion a décidé de proposer ces surfaces vacantes aux entrepreneurs de tout type, collectivités comme acteurs locaux, afin qu'ils puissent y développer les projets innovants et utiles à la collectivité. Les projets attendus sont divers, à savoir, ça peut être des commerces, des services à la personne et du quotidien, des activités visant à promouvoir le territoire et des services liés à la mobilité. Alors ici, on vous a mis les différentes étapes. L'idée, c'est que les collectivités mettent sur la plateforme leurs gares vacantes et le porteur de projet référence son projet sur la plateforme et les travaux sont financés par SNCF. Dans le Loiret, nous avons 7 gares déjà référencées à l'échelle du territoire. Donc, c'est un outil également économique et de développement dynamisme du territoire. Alors, pour introduire la mission de la MIC, donc pour rappel, vous avez les études préalables, après l'étude de faisabilité, et nous arrivons aux études de projet de reconversion du bâti, faites par une maîtrise d'œuvre pluridisciplinaire associée à la maîtrise d'ouvrage qui est pleinement impliquée. Et dans cette procédure, vous avez la mission DIAG qui porte tout son intérêt, et on va laisser la parole à Mireille Guignard de la mission interministérielle pour la qualité des constructions publiques qui va nous éclairer sur cette mission DIAG.
Bonjour, donc Mireille Guignard, oui, je suis de l'AMIC, donc mission interministérielle qui est née, en 77 et qui, donc assiste et conseille, les maîtrises d'ouvrage publics, en particulier les collectivités et à ce titre, on s'est repenché en fait sur les dispositifs, de la réhabilitation au regard des enjeux, hein, dont vous avez parlé et donc je vais essayer dans très peu de temps de vous redonner, les points saillants et les éléments dispositifs intéressants et notamment sur lesquels, en fait, on constate pas mal de difficultés. Alors à la fois par peut-être par méconnaissance et aussi par confusion, aussi de ces questions de diagnostic, de mission et de aussi peut-être de vocabulaire, en fait. Donc maîtrise d'œuvre en réhabilitation. Donc depuis, la loi MOP en 86, les dispositifs n'ont pas changé en fait, hein, sur les questions de réhabilitation. On a vu qu'il y avait beaucoup de vocabulaire, pour l'intervention dans l'existant, y compris aussi aujourd'hui de réemploi. Dans le code de la commande publique, on ne parle que de réhabilitation, il n'y a qu'un seul terme pour bien distinguer des opérations de construction neuve, mais aussi des opérations qui ne seraient que de l'entretien ou de la gestion ou de la maintenance. Et donc, on a comme ça des frontières à bien distinguer au cas par cas. Et donc, réhabilitation, c'est vraiment la transformation de l'existant avec une modification substantielle. C'est cette modification substantielle, évidemment, qu'il faut apprécier. Une commande architecturale particulière exigeante, ça évidemment, et qui va donc avoir des dispositifs et des outils particuliers, on le verra tout à l'heure. Savoir s'entourer, bien sûr, pour la maîtrise d'ouvrage, c'est une, évidence. On l'a vu, hein, les CAUE, l'ABF, vous avez cité aussi les experts, donc évidemment choisir son architecte. Vous avez aussi des spécificités d'architectes, hein, qui ont aussi des formations particulières aujourd'hui et on parle aussi de prestataires divers, donc à la fois sur la continuité du parcours et de la conduite du projet, mais vous pouvez aussi prendre des prestataires très ponctuels pour, des expertises. On parle par exemple, aujourd'hui d'assistants à maîtrise d'ouvrage pour les questions de réemploi, hein. Et puis le temps, bien sûr, ça l'AMIC le dit tout le temps, le temps c'est vraiment un allié pour la prise là, notamment de connaissance de l'existant, de prendre le temps de caractériser et le temps de conduire le projet, avec, toute l'intelligence possible. Je reviens un petit peu, ce qui a été dit déjà, hein, sur, les étapes clés de la conduite du projet de réhabilitation, la conduite du projet en fait, hein, avec ces étapes, classiques, et notamment en réhabilitation, une, importance de l'idée, donc on l'a vu tout à l'heure, hein, caractériser l'existant, ne pas démolir facilement, mais vraiment la prise de connaissance, donc la phase préalable, celle de la maîtrise d'ouvrage. La consultation, pareil, il y a vraiment aussi des distinctions et des spécificités à prendre en compte, on le verra tout à l'heure. Et puis cette phase diagnostique et de faisabilité revue avec la maîtrise d'œuvre. Donc là, vous avez toute la phase étape 2, 3, 4, 5 avec la maîtrise d'œuvre. Et puis, évidemment aussi, ce qu'on peut dire, c'est que au niveau du chantier, en fait, hein, on a aussi là des questions de surprise, mais aussi des questions de surprise plutôt qui peuvent être bénéfiques, en fait, pour le programme et pour, l'évolution du projet. Donc la mission Diag, en fait, est un élément de mission donc qui est normalisé, hein, dans le code de la commande publique. Vous avez là un schéma de l'ensemble des missions de la maîtrise d'œuvre, depuis, le démarrage, alors que l'esquisse en construction neuve et en réhabilitation pour les ouvrages de bâtiment. Vous n'avez pas d'élément de mission qui s'appelle esquisse, mais vous avez ce préalable qui est la mission diagnostique, qui est un élément de mission indépendant et qui ne fait pas partie de la mission de base, hein. Vous avez là, si vous suivez la flèche rouge, cette mission de base insécable, obligatoire, entre les études de conception, les suivis des travaux et la réception des travaux. Donc en ouvrage neuf, la mission de base commence de l'esquisse est obligatoire et en réhabilitation, vous avez cet élément de mission qui est indépendant, que vous pouvez donner au même maître d'œuvre, mais que vous pouvez aussi en fait, hein, suivant les scénarios, donner à un maître d'œuvre différent puisque c'est un élément en fait de mission complémentaire indépendant. Alors, qu'est-ce qu'on met dans cette mission, diagnostic? Le code de la commande publique à l'article 2431-19 vous l'indique très clairement.
Il faut aussi ajouter l'annexe 20 hein, pour avoir un petit peu de détails, mais de façon schématique, c'est très simple. Il y a un état des lieux à parfaire par rapport aux études préalables, des études diagnostiques, notamment fonctionnelles et structurelles. Et puis, l'importance en fait de cette mission DIAG, qui se distingue hein, des études préalables de la maîtrise d'ouvrage, qui sont menées donc par la maîtrise d'œuvre, donc l'architecte, c'est d'éprouver en fait les besoins et le programme avec le budget de la maîtrise d'ouvrage, avec le site, d'éprouver et de faire ces différents scénarios pour pouvoir le rendre possible, faisable, et d'en avoir en fait, quitte même à modifier le programme, quitte à modifier finalement le budgétaire, et quitte à se dire peut-être que l'opération n'est pas faisable. C'est vraiment une phase extrêmement importante, donc qui a besoin évidemment d'être validée, qui est aussi une phase vraiment de recherche et de créativité, donc liée vraiment à l'architecte hein, et à son intelligence, et qui fait émerger les premières propositions à stabiliser pour commencer ensuite le projet. Dans une fiche technique qu'on vient d'actualiser, vous avez ces éléments de distinction entre ce qui est de l'ordre des études à charge de la maîtrise d'ouvrage en préalable en fait à la consultation. C'est ce que vous avez vu tout à l'heure sur l'ensemble que le CAE vous a présenté. Donc, on a mis ici, alors je vous fais, là c'est le grand schéma qui est sur une page de notre fiche technique que je vous ai un petit peu grossi là, mais ça reste évidemment très flou. C'est pour vous, on a essayé d'être assez exhaustif sur l'ensemble des études que devait faire la maîtrise d'ouvrage et bien distinguer. Souvent, il y a confusion entre études diagnostiques, état des lieux et la mission DIAG, qui est vraiment une phase à part de la maîtrise d'œuvre, qui va reprendre à son compte en fait des études, qui va les compléter, qui va éventuellement dire aussi qu'il faut faire d'autres études complémentaires à la fin de cette mission. Je passe, donc je reviens en fait sur un outil aussi très intéressant sur le code de la commande publique en fait pour passer commande avec votre maître d'œuvre. Je reprends ici le schéma des missions et c'est tout simplement l'accord cadre qui permet en fait, avec les marchés subséquents, d'abord de commencer le projet avec l'architecte sur la mission diagnostique, donc un premier marché subséquent ici, et puis suivant le déroulé du projet, sa faisabilité, de poursuivre avec la mission de base dans un deuxième marché subséquent. Ça permet d'avoir une continuité évidemment de ces deux phases. Ça permet de ne pas remettre en concurrence entre une mission diagnostique et ensuite le projet de conception. Et ça permet aussi finalement de pouvoir s'arrêter aussi à la fin du premier marché subséquent pour différentes raisons sur la question même de pourquoi pas d'entente avec la maîtrise d'œuvre ou de poursuivre avec une équipe qui est peut-être plus aguerrie sur ces questions de projet. Ça veut dire aussi que dans la mission diagnostique, on découvre des choses hein, et on travaille sur un moment des conclusions qui sont à travailler enfin, vraiment sur une phase spécifique. Et puis dernière intervention sur le mode de dévolution, comment vous choisissez votre architecte. Un schéma là qui vous redonne l'ensemble des procédures que vous pouvez utiliser. Donc assez schématiquement, vous avez dans la colonne là, bleue les procédures, avec le bloc des procédures formalisées au-dessus des seuils européens, hein, avec la procédure avec négociation, dialogue compétitif, appel d'offres. L'AMIC ne recommande pas du tout l'appel d'offres parce que vous ne pouvez pas négocier et donc recommande plutôt la procédure avec négociation. Éventuellement, dialogue compétitif, si vous souhaitez mettre en concurrence, si vous avez un projet intéressant au niveau du programme à éprouver. Donc là, mais là, ça demande d'être assez encadré. Et puis, sous les seuils, vous avez les procédures adaptées qu'on appelle les MAPA. Et à la fois dans les procédures avec négociation et avec les MAPA, on conseille la prestation d'intention qui permet de dialoguer, d'auditionner en fait les équipes et de pouvoir justement choisir la bonne équipe à qui vous aurez confiance avec l'esprit
et les méthodes qu'elle peut développer avec intelligence sur votre projet. Le concours, ici, qui est une technique d'achat, qui n'est pas une procédure, qui n'est pas obligatoire pour les opérations de réhabilitation, qui l'est pour les opérations neuves au-dessus des seuils et que vous pouvez utiliser, bien sûr, à tout moment. Ce qui permet là, plutôt que de choisir une équipe, vous choisissez un projet. J'en ai terminé. J'ai été très vite, j'ai survolé, mais on est évidemment à disposition si vous avez des questions, des précisions à l'AMIC. Vraiment, vous nous sollicitez par mail ou par téléphone. On est là vraiment pour ça. Merci Mireille. En conclusion de ce webinaire, nous souhaitons souligner l'importance dans un projet de reconversion de se faire accompagner par des professionnels qualifiés qui aideront à établir le diagnostic du bâtiment existant et à imaginer un projet dans le respect de l'esprit du lieu. La reconversion des bâtiments est une opportunité de faire vivre nos bâtiments de patrimoine commun et d'en tirer profit pour revitaliser le territoire communal. Vous avez à votre disposition des dossiers thématiques sur le site du CAU du Loiret avec la reconversion, faire du neuf avec l'ancien, le bâti vacant, reconstruire ou réutiliser, et également un dossier thématique sur les tiers-lieux. Nous vous invitons également à aller voir l'Observatoire CAUE. C'est un outil national qui référence l'architecture, l'urbanisme et le paysage. Il s'agit d'une base de données pour faire connaître la production architecturale, urbaine et paysagère à l'échelle des départements et aussi à l'échelle nationale, et pour mettre en valeur les démarches et les acteurs de projet. Nous vous avons également mis la brochure de l'AMIC, Médiation 32, qui révèle les étapes de projet pour maîtrise d'œuvre les opérations de réhabilitation de bâtiments. Nous en avons terminé avec ce webinaire, la reconversion du bâti, saisir des opportunités pour revitaliser le territoire communal. L'AMIC a des architectes consultants à disposition des collectivités pour leur jury de concours, mais aussi donc jury de concours de réhabilitation si vous en faites, bien sûr, et également sur les comités de consultation. Donc, il ne faut pas hésiter, c'est à disposition pour les maîtrises d'ouvrage publics. On n'est pas dans le privé. Donc, ce webinaire arrive à sa fin. Nous vous remercions d'avoir été si nombreux à y avoir participé. L'équipe du CAE est à votre disposition pour toute question d'architecture, d'urbanisme et de paysage sur vos territoires. Nous vous souhaitons une bonne journée et on vous dit à bientôt. Au revoir. Et merci à Merci l'AMIC beaucoup. pour l'intervention. Merci. Merci.